Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre et bienvenue au 13h. Bientôt, un bataillon d'infanterie et une compagnie de génie militaire du Burundi au Mali. C'est le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale qui l'a annoncé hier au président de la République par intérim. Laurent Kavakur, reporter d'un message du président Pierre Nkurunziza à son homologue malien Dioncounda Traoré, a également reçu en audience le ministre délégué français chargé du développement au centre des échanges, la reprise de l'aide au développement de la France en faveur de notre pays. Compte rendu d'audience avec Bourama Traoré. Un soutien de plus au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il vient du Burundi. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale s'est entretenu ce mardi avec le président de la République par intérim. Laurent Kavakur est porteur d'un message du président Pierre Nkurunziza à son homologue malien, le professeur Dioncounda Traoré. Un message dans lequel le chef de l'État burundais exprime sa solidarité et son appui au Mali pour une sortie de crise. Notre pays, qui a de très bonnes relations d'amitié et de coopération avec le Mali depuis très longtemps, a voulu répondre à cet appel à la solidarité internationale et c'est pourquoi nous avons offert une contribution en termes de troupes pour faire face à cette menace islamiste, à cette menace terroriste. Nous avons précisé que nous pouvons mettre à la disposition du Mali tout un bataillon d'infanterie, une compagnie de génie, et tous les officiers qui seraient requis pour mieux définir la tactique et servir d'observation. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est la reprise de l'aide au développement de la France en faveur du Mali. Le ministre français chargé du développement l'a officiellement annoncé ce mardi au président Dioncounda Traoré au cours d'une audience. Elle avait été suspendue suite au coup de force du 22 mars 2012. Cette reprise de l'aide française permettra de mettre en œuvre certains projets prioritaires. Nous, Français, nous sommes très attentifs à ce que les bailleurs qui apportent et qui vont apporter de l'aide internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales, se coordonnent au mieux avec l'administration malienne, avec le gouvernement malien et les autorités locales qui ont un rôle important à jouer pour que cette reprise de l'aide soit la plus efficace possible, la plus transparente possible et touche les populations concernées, par exemple, permettre de rétablir des infrastructures qui sont aujourd'hui endommagées, permettre aux réfugiés et aux déplacés de revenir chez eux dans des bonnes conditions de sécurité. Le ministre Pascal Canfin a également annoncé au président Traoré l'organisation d'une conférence internationale des donataires en faveur du Mali prévue au mois de mai prochain. Une initiative de la France qui vise à aider notre pays à faire face aux défis du moment. Voilà le ministre délégué français au développement qui a donc bouclé sa visite au Mali par une conférence de presse. Pascal Canfin a fait le point de sa visite à l'intérieur du pays et de ses échanges avec les autorités de notre pays. Pour le ministre, l'heure est à l'identification des besoins et la priorité sera de faire fonctionner les services sociaux de base. Modibo Mariko nous en parle. Ça y est, la France signe officiellement la reprise de sa coopération avec le Mali. Pas d'enveloppe annoncée au cours de cette conférence de presse. La raison à cela est toute simple, a affirmé le ministre français délégué au développement. L'heure est à l'identification des besoins. J'ai donc rencontré un certain nombre d'acteurs pour identifier les projets prioritaires que nous allons soutenir et financer. Nous, Français, mais bien évidemment en partenariat avec l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre d'autorités maliennes, du président de la République à des élus locaux, en passant par un certain nombre de membres du gouvernement. Nous avons évoqué les questions d'aide publique au développement, les questions de relance de cette aide, des priorités sur l'ensemble des régions, sur les secteurs. Dans les médias, la priorité sera la mise en place et le fonctionnement des services sociaux de base en vue du retour des réfugiés dans le pays. Et les autres types de coopération reprendront où et quand la situation le permettra, a affirmé le ministre français. On sait la France, dans le cadre de la coopération bilatérale, était présente au Mali avec une enveloppe de 150 millions d'euros gelée à cause des événements de mars dernier. Et dans le cadre de l'Union européenne, au titre de l'aide budgétaire, notre pays bénéficiait de 250 millions d'euros.
Avec la crise, d'autres besoins s'ajoutent et nécessiteront des sources de financement innovants. Le ministre délégué français chargé du développement a annoncé pour cela la conférence des donateurs de l'Union européenne qui déterminera ainsi une enveloppe globale. La France, avec le Mali, est en train de gagner la guerre contre les terroristes, mais il y a en vue une autre guerre plus difficile à gagner, celle pour la paix. Nous sommes évidemment extrêmement attentifs, par exemple, à ce que les commissions pour la réconciliation et le dialogue qui sont prévues se mettent en œuvre et que l'ensemble des étapes soient effectives de cette feuille de route, parce que sans cela, effectivement, il ne peut y avoir de vivre ensemble qui reviennent. Nous sommes aussi très attentifs à la question des exactions. La France ne tolérera pas les éventuelles exactions, a averti le ministre français au nom du mieux vivre ensemble. Alors, le Mali est-il sous tutelle française? Question d'un confrère, pas du tout. La feuille de route, la réconciliation, les projets et programmes de développement sont d'abord de la responsabilité des Maliens avant d'être de celle de la communauté internationale, a-t-il répondu. Mais non sans ajouter, faisant allusion au MNLA, que son pays ne déterminera pas avec qui le Mali doit dialoguer. C'est aux Maliens et à travers la commission dialogue et réconciliation qui sera mise en place de les définir, a-t-il conclu. Avant donc de boucler sa visite, le ministre délégué français chargé du développement a annoncé la reprise très prochaine des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bamako. C'était hier sur le site du chantier à Missabougou, en commune 6. Pour rappel, ce projet d'eau est financé par l'Agence française de développement et le gouvernement du Mali à plus de 7 milliards de francs CFA. Abdelman Maïga pour le compte-rendu. Une bonne utilisation de l'aide publique au développement passe forcément par une meilleure prise en compte des attentes des populations à la base. Voilà tout le sens de cette visite du ministre délégué chargé du développement de la République française à la Société malienne du patrimoine de l'eau potable. Pascal Canfin était venu voir l'état d'avancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bamako. Les travaux de ce projet, arrêtés en mars dernier, à cause des événements politico-sécuritaires, vont reprendre dans les plus brefs délais. Dans quelques mois maintenant, il y aura donc une nouvelle station de pompage en fonctionnement qui permettra de donner de l'eau à 100 000 personnes en plus à Bamako, et on sait que c'est un des besoins fondamentaux à satisfaire aujourd'hui. Le projet, qui est situé dans le quartier Missabougou, en commune 6 district de Bamako, permettra de produire environ 12 000 mètres cubes d'eau par jour, de quoi satisfaire les besoins en eau de plus de 200 000 Bamakois. Ce programme d'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA devrait s'exécuter en 2 phases. La première, qui était relative à la production de 12 000 mètres cubes d'eau par jour, a été exécutée à 100%. Quant à la deuxième phase, elle concerne la construction d'un réservoir de 6 000 mètres cubes d'eau et du réseau hydraulique de 60 km. Nous sommes dans le concret, c'est-à-dire que quand on parle en France, en Europe, d'aide publique au développement, il faut toujours illustrer ce à quoi ça sert. Et aujourd'hui, je vois tout l'intérêt qu'il y a à financer des équipements pour apporter l'eau potable, encore une fois, à la population de Bamako. Au cours de cette visite de terrain, Pascal Canfin a laissé entendre que son pays accompagnera le Mali dans ses efforts visant à faciliter l'accès des populations des régions du nord du Mali aux services sociaux de base. Une nouvelle rassurante et faisant suite à l'annonce par la France de la reprise de son aide publique au développement. Justice en Côte d'Ivoire, l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouverte ce mardi à la Cour pénale internationale. Cette audience, qui doit durer 10 jours, examinera des faits comme la répression de la marche des femmes. On se rappelle, cette répression avait fait 7 morts. Laurent Gbagbo est considéré comme co-auteur indirect des exactions perpétrées par ses partisans. C'est une audience cruciale pour Laurent Gbagbo qui s'est ouverte ce mardi devant la Cour pénale internationale. L'audience dite de confirmation des charges. 10 jours qui vont permettre de déterminer si le dossier est assez solide pour organiser le procès de l'ancien président ivoirien. Après des mois d'enquête, l'accusation s'est concentrée sur 4 dossiers, au premier rang desquels la répression de la marche des femmes à Abobo. Ce 3 mars 2011, elles sont plusieurs centaines à réclamer le départ de celui qui s'accroche alors au pouvoir. Les forces pro-Gbagbo tirent à balles réelles. Il y aura 7 morts. L'accusation estime que Laurent Gbagbo est le co-auteur indirect de ces violences, comme pour la répression de la marche de l'opposition sur la radio-télévision ivoirienne ou le bombardement du marché d'Abobo, ou encore les exactions perpétrées par ses partisans à Yopougon.
Pour l'accusation, ces violences revêtaient un caractère généralisé et systématique dont Laurent Gbagbo porte la responsabilité. Faux, répondent ses partisans. Depuis Abidjan, ils suivront l'audience de près. Je vous dis que c'est un procès politique. À partir de ce moment-là, nous nous attendons à tout. Si on ne libère pas Gbagbo, il ne peut pas avoir de paix en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est net. À la fin de cette audience de confirmation des charges, les juges de la CPI auront 2 mois pour se prononcer. Et pendant ce temps, en Afrique du Sud se traite l'affaire Pistorius. Pour le parquet, les faits qui sont reprochés à l'athlète sud-africain étaient prémédités. Costume sombre, les traits tirés, Oscar Pistorius écoute le procureur marteler sa version du meurtre de sa petite amie. Pour le parquet, aucun doute, il y a préméditation. L'athlète a tiré sur sa compagne à 4 reprises à travers la porte des toilettes avec intention de la tuer. Ils venaient de se disputer. Du côté de la défense, on plaide l'accident. Un réveil nocturne, du bruit dans les toilettes. Pistorius croit à un voleur, il n'a pas ses prothèses, il se sent vulnérable, il tire. Un meurtre par erreur, le procureur n'y croit pas. Très choquée, la famille Pistorius se bat pour obtenir une remise en liberté sous caution. Ce sera dur. L'affaire hyper médiatisée déchaîne des passions dans ce pays qui détient le record des violences faites aux femmes. Quand des charges aussi lourdes pèsent sur quelqu'un, il doit rester en détention le temps qu'il prouve son innocence. On ne dit pas qu'il est coupable, nous disons qu'il n'y a personne ici qui peut nous raconter ce que Riva a vécu. Riva Stilkamp, au destin tragique, tombé à 30 ans sous les balles de son compagnon. Ce matin, ses proches, famille, amis s'étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage au crématorium de Port-Elizabeth. Une famille effondrée. Je vais m'en sortir avec des prières. De Riva, je veux retenir son combat contre les violences faites aux femmes. Elle en parlait tellement ces derniers mois. Elle voulait s'engager dans ce combat avec passion. Oscar Pistorius, lui, passera une nouvelle nuit sous les verrous. L'audience ajournée reprendra demain matin. Les autres nouvelles en Afrique, c'est l'exigence par l'opposition en Guinée-Conakry pour l'organisation des élections législatives. Les leaders politiques tunisiens qui ne s'entendent pas sur un gouvernement d'union. La visite ici au Mali d'une délégation du Congrès américain. Et pour commencer, nous parlons d'enlèvement de 7 Français au Cameroun. À l'extrême nord du Cameroun, dans la localité de Dadanga, à la frontière du Nigeria, 7 Français touristes, dont 3 enfants, auraient été enlevés par des hommes armés non identifiés. Selon une source proche de l'ambassade de France, les 7 touristes revenaient d'une visite au parc naturel de Ouaza. Le Cameroun a déclenché des opérations de recherche. Le président français François Hollande a confirmé l'information. Des milliers de partisans de l'opposition ont envahi lundi les rues de Conakry. Une démonstration de force pour exiger la tenue en mai prochain d'élections législatives libres et transparentes. Juchés sur leur véhicule, les principaux leaders ont ouvert la marche qui s'est terminée par un meeting géant à l'esplanade du Palais du Peuple. Il est à noter que le ministre des Libertés publiques et des Droits de l'Homme était présent. La liberté de manifester ne doit pas être confondue avec celle de casser ou de s'en prendre aux édifices publics ou privés. Vous avez vu même vous sur le terrain, globalement ça va, il y a eu des moments un peu difficiles, mais nous sommes là pour ça, pour faire en sorte que ce pays avance, et qu'il avance dans la paix, et qu'il avance sans violence. Mission accomplie, la longue marche, fortement encadrée par un imposant dispositif sécuritaire, s'est achevée sans violence ni incident. L'axe routier Bamako-Gao a été rouvert au trafic au grand bonheur des populations qui peuvent ainsi retrouver leurs parents. À l'arrivée des premiers cars à Gao, nos envoyés spéciaux Massa Doumbia et Daouda Sidiki Diarra étaient présents. Leur constat.
Fini désormais le statut de déplacé pour ces habitants de Gao. Après avoir passé 10 mois au sud, nos compatriotes du nord sont plus que jamais heureux de se retrouver parmi les leurs. La ville de Gao a été libérée du joug des djihadistes le 26 janvier dernier par les forces maliennes, françaises, tchadiennes et nigériennes. Sous le contrôle des terroristes sans foi, la police islamique s'est distinguée par la dureté des châtiments infligés à la population. Ces actions ont poussé près de 48 800 habitants de Gao à rejoindre le sud. Mais aujourd'hui, ces populations qui retournent remercient les forces françaises et maliennes. Je commence par remercier le bon Dieu de nous avoir montré ce grand jour-là, du premier convoi qui quitte les régions du sud pour la région de Gao. Effectivement, je suis parti de Gao depuis avril 2012 et ce n'est qu'aujourd'hui que je reviens. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de grande satisfaction à une dimension qu'on ne peut pas qualifier. Certains passagers appellent nos compatriotes à la cohésion sociale et surtout à ne pas faire d'amalgame. Le message que je veux lancer, c'est qu'il faut être prudent, vigilant et coopérer avec surtout nos forces armées et sécurité et surtout ne pas faire l'amalgame. Fin de chômage aussi pour les vendeurs au poste de contrôle de Wabaria. Ceux-ci ont commencé à se frotter les mains après 1 mois et demi d'inactivité due à l'arrêt du trafic sur le tronçon Sévaré-Gao. Voilà, c'est tout pour ce journal. Le prochain de 18h vous sera présenté par Ndei Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur leur thème.